Bienvenue et profitez de l'histoire. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle, dessinant des motifs dorés sur le parquet ciré du salon. Odette Moreau, avec ses 71 ans tout juste sonnés, observait ces jeux de lumière tandis qu'elle tenait une tasse de thé qui avait refroidi entre ses doigts. Ses mains, fines mais fermes, portaient les marques du temps sous forme de petites taches et de veines bleutées qui s'entremêlaient comme des fleuves sur une ancienne carte. Elle portait ses cheveux argentés coiffés en un chignon impeccable, et ses yeux d'un vert olive profond reflétaient une intelligence que les années n'avaient pas réussi à diminuer. Sur la table face à elle, un relevé bancaire déplié affichait une série de mouvements qu'elle n'avait jamais autorisés. La tasse trembla légèrement dans sa main, renversant une goutte sur sa jupe en laine grise. Ce n'était pas le tremblement de l'âge, mais celui de l'indignation. Odette avait consacré 40 ans de sa vie à la mairie de Paris en tant que secrétaire municipale, aidant à rédiger des réglementations de protection pour les programmes d'aide aux personnes âgées. Elle connaissait chaque paragraphe, chaque clause, chaque recoin légal conçu pour protéger les personnes comme elle. Et maintenant, assise dans son propre salon, avec la preuve d'une possible fraude étalée devant ses yeux, elle sentait une froide détermination s'emparer d'elle. Elle parcourut du bout du doigt chaque mouvement bancaire suspect. 3 virements en moins d'un mois vers un compte qu'elle ne reconnaissait pas. De petites sommes, suffisamment discrètes pour ne pas éveiller d'alarmes immédiates, mais qui, additionnées, représentaient une hémorragie constante de ses économies. La porte d'entrée gronda, s'ouvrant avec un bruit familier, et Odette replia rapidement le relevé bancaire, le cachant sous un livre de mots croisés. Sa fille, Sophie, entra dans le salon avec ce sourire tendu qu'elle semblait réserver ses derniers temps, rien que pour elle. À 45 ans, Sophie était une femme charmante, avec les mêmes cheveux châtains foncés qu'Odette avait eus avant que le temps ne les argentât. Elle portait un tailleur bleu marine qui soulignait sa silhouette élancée, et apportait avec elle un petit bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Odette. « Maman, encore seule? As-tu déjeuné autre chose que ce thé ?» demanda Sophie, déposant les lys sur la table et embrassant la joue de sa mère. Son parfum, trop doux et pénétrant, laissa une traînée qui fit légèrement froncer le nez. D'Odette. « J'ai mangé des toasts avec de la marmelade d'orange, celle que j'ai faite le mois dernier, » répondit Odette, désignant une assiette vide qui montrait effectivement les miettes de son petit déjeuner. « Et je ne suis pas seule, je suis avec mes pensées, qui sont parfois une meilleure compagnie que beaucoup de gens. » Sophie soupira, lissant une ride inexistante sur sa jupe, tout en s'asseyant en face de sa mère. Ses mouvements étaient étudiés, comme si elle répétait mentalement ce qu'elle allait dire ensuite. « Maman, Antoine et moi avons discuté de ta situation. » Odette haussa un sourcil argenté. « Ma situation. Je ne savais pas que j'avais une situation. » « Ne le prends pas, mal, s'il te plaît. » Sophie se pencha en avant, prenant les mains de sa mère entre les siennes. « C'est juste que, depuis le décès de papa il y a 3 ans, nous sommes inquiets que tu sois ici seule. Cette maison est trop grande pour une personne. L'entretien, les escaliers, le ménage. Je maintiens ma maison parfaitement, Sophie. » La voix d'Odette était douce mais ferme, comme de l'acier enveloppé de velours. « Les escaliers me maintiennent en forme, et le ménage me donne un but. Je n'ai pas besoin que tu t'inquiètes pour moi. » « Mais je m'inquiète, maman, et je ne suis pas la seule. Antoine est également inquiet, et les enfants te demandent constamment. Nous nous demandons si tu ne devrais pas envisager un style de vie plus assisté. » Odette se tendit. Elle connaissait trop bien cet euphémisme. Elle l'avait entendu lors de réunions à la mairie, dans des documents officiels, dans des conversations chuchotées dans les couloirs, quand quelqu'un voulait se débarrasser élégamment d'un membre de sa famille âgé devenu gênant. « Un style de vie plus assisté ?» répéta-t-elle, lâchant les mains de sa fille. « Tu veux parler d'une résidence ?» Sophie sourit, comme si sa mère venait de suggérer quelque chose de merveilleux. « Exactement. Un endroit où tu auras de la compagnie, de la sécurité, des repas. Tout sera pris en charge. Tu n'aurais plus à t'occuper de rien, si ce n'est profiter de tes journées. Je cuisine encore, je vais encore au marché, je fais... » « Encore les mots croisés du journal à l'encre, » répondit Odette avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Et surtout, j'apprécie encore mon indépendance. » L'expression de Sophie se durcit presque imperceptiblement. « Maman, ce n'est pas une suggestion fantaisiste. Antoine et moi avons fait des recherches,
Il y a un endroit merveilleux, la sérénité en banlieue parisienne. Des appartements privés, des jardins, des activités culturelles, des soins médicaux 24 heures sur 24. Je n'ai pas besoin de soins médicaux 24 heures sur 24, interrompit Odette, sentant son pouls s'accélérer. Je suis parfaitement saine. Pour le moment, dit Sophie, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit frissonner Odette. Mais personne ne sait ce qui peut arriver demain. Et si quelque chose t'arrivait ici, seule, sans personne pour t'aider, Odette regarda sa fille, cherchant dans ses yeux l'amour inconditionnel qu'elle avait toujours espéré y trouver. Au lieu de cela, elle vit une détermination calculatrice qui la déconcerta. Depuis quand sa Sophie, l'enfant qu'elle avait élevé, avec tant d'amour la regardait comme un problème à résoudre? « J'apprécie ta préoccupation, Sophie, dit-elle finalement, mais je ne suis pas intéressée à changer mon mode de vie. C'est ma maison. Ici j'ai vécu avec ton père. Ici je vous ai élevé, toi et tes frères et sœurs. Ici sont mes souvenirs, mes affaires, ma vie. » Sophie se leva d'un mouvement brusque, et pendant un instant, Odette vit quelque chose d'obscur traverser son visage. Mais aussi vite qu'il était apparu, il s'évanouit, remplacé par une expression de patience forcée. « Je te demande juste d'y réfléchir, maman. Au moins, visite la sérénité avec moi la semaine prochaine, sans engagement, juste pour voir ce qu'elle pourrait offrir. » Odette hocha lentement la tête, non pas parce qu'elle envisageait la proposition, mais parce qu'elle avait besoin de temps. Du temps pour enquêter sur ce qui se passait avec ses comptes bancaires, du temps pour comprendre pourquoi sa fille semblait si déterminée à la sortir de chez elle. Du temps pour me préparer, pensa-t-elle. J'y réfléchirai, concéda-t-elle finalement. Le sourire de Sophie fut éblouissant. Merveilleux. Nous viendrons te chercher mardi à 10 heures. Tu verras, tu vas adorer. Quand Sophie partit, laissant derrière elle le parfum sucré de son parfum et les lys qui commençaient à se faner prématurément dans le vase, Odette se leva avec détermination. Elle se dirigea vers son bureau, une petite pièce à l'arrière de la maison qui avait été le refuge de son défunt mari, Frédéric, et qu'elle utilisait maintenant pour sa correspondance et ses affaires personnelles. Elle ouvrit le tiroir inférieur d'un ancien bureau en noyer et sortit un dossier en cuir usé. À l'intérieur, elle conservait des copies de tous ses documents importants. Les actes de propriété de la maison, les polices d'assurance, le testament, les procurations et bien sûr les détails de tous ses comptes bancaires. Avec la minutie acquise pendant des décennies de travail administratif, Odette commença à examiner chaque document, les comparant aux récents relevés bancaires. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Non seulement il y avait des virements non autorisés, mais quelqu'un avait tenté de modifier son testament sans son consentement. La signature au bas du document était une imitation acceptable de la sienne, mais Odette reconnut immédiatement la falsification. Le trait final du V de Vidal se terminait toujours avec un léger tremblement, une caractéristique que le faussaire avait omise. Le cœur battant la chamade, Odette prit une décision. Elle sortit un nouveau carnet d'un autre tiroir et commença à écrire, documentant méticuleusement chaque découverte, chaque soupçon, chaque conversation troublante avec sa fille. Puis, elle saisit le téléphone posé sur le bureau et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Carmen, c'est Odette, j'ai besoin de ton aide et de ta discrétion. » Carmen Ibáñez avait été la collègue d'Odette à la mairie pendant plus de 30 ans. Et maintenant, à la retraite, elle exerçait en tant que consultante juridique pour les affaires de protection des personnes âgées. S'il y avait quelqu'un qui pouvait comprendre ce qui se passait et l'aider à y faire face, c'était elle. Tandis que le soleil se couchait à l'horizon parisien, teignant le ciel de teintes rougeâtres et dorées, Odette Moreau se préparait à une bataille qu'elle n'avait jamais pensé devoir mener. La lutte pour sa dignité, son indépendance et son patrimoine. Et bien que la peur tente de s'immiscer dans sa détermination, il y avait quelque chose de plus fort qui la tenait à distance. L'indignation de celle qui connaît ses droits et n'est pas disposée à y renoncer sans combattre. Cette nuit-là, Odette dormit mal, avec des rêves fragmentés où des visages familiers se transformaient en masques sinistres qui la poursuivaient dans les couloirs sans fin d'une maison de retraite au mur qui se rétrécissait à son passage. La semaine passa dans une tension à peine dissimulée. Odette maintint sa routine quotidienne avec détermination. Ses promenades matinales jusqu'au kiosque pour acheter le journal, ses visites au marché où elle échangeait des recettes avec les vendeuses,
ses après-midi de lecture dans le petit parc près de chez elle. Mais maintenant, chaque activité quotidienne prenait le caractère d'une affirmation d'indépendance, une démonstration silencieuse qu'elle était encore parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Le mardi arriva, avec une clarté presque douloureuse. Le ciel parisien était d'un bleu impossible, sans un seul nuage qui promettait le réconfort de la pluie en ce mois de juin chaud. Odette s'habilla avec un soin particulier, un tailleur de couleur mauve que Frédéric avait toujours admiré, un collier de perles qui avait été un cadeau pour son 40e anniversaire, et une touche de parfum de lavande derrière les oreilles. Si elle devait visiter ce que sa fille considérait comme son futur foyer, elle le ferait avec la dignité intacte. Sophie et son mari, Antoine, arrivèrent à 10 heures précises. Antoine, un homme corpulent avec une moustache fournie et une calvitie naissante, était directeur d'une agence bancaire et avait toujours traité Odette avec une courtoisie distante qui frôlait l'impersonnel. Aujourd'hui, cependant, son attitude était presque joviale, alors qu'il aidait Odette à s'asseoir sur la banquette arrière de son rutilante Peugeot 504, une voiture qui, comme il le mentionnait souvent, était la préférée des cadres et des diplomates. « Vous allez voir, la sérénité va vous enchanter, Odette », commenta Antoine alors qu'il quittait la ville. « Ils ont investi des millions pour créer une ambiance de premier ordre. Rien à voir avec ces asiles déprimants d'avant. C'est plutôt comme un hôtel de luxe pour les personnes d'un certain âge. » Odette remarqua qu'il évitait d'utiliser des mots comme « personnes âgées » ou « vieux », préférant les euphémismes qui étaient censés la faire se sentir mieux. Elle ne répondit pas, se contentant d'observer comment le paysage urbain de Dissonanti. Paris cédait la place à la banlieue, avec des lotissements neufs qui semblaient surgir de nulle part comme des champignons après la pluie. Après une demi-heure de trajet, la voiture tourna vers une entrée bordée de cyprès parfaitement taillés. Un panneau discret mais élégant indiquait « La sérénité, résidence pour personnes du 3e âge ». Le cœur d'Odette fit « qu'un bond ». Malgré toute sa préparation mentale, voir ce panneau rendait la situation douloureusement réelle. Le bâtiment principal était une construction moderne de 3 étages, avec de larges baies vitrées et une façade en pierre claire qui brillait sous le soleil. Les jardins qui l'entouraient étaient impeccables, avec des rosiers en pleine floraison et de petits chemins de gravier qui serpentaient entre des coins de repos avec des bancs en bois. Tout semblait conçu pour impressionner les visiteurs et les futurs résidents potentiels. Un homme d'âge moyen, vêtu d'un costume gris impeccable, les reçut à l'entrée avec un sourire qui parut à Odette comme répété devant le miroir. « Bienvenue à la sérénité. Je suis Jacques Dubois, le directeur. » Sa poignée de main fut ferme mais brève, et Odette remarqua que ses yeux ne s'attardèrent pas longtemps sur elle, préférant s'adresser à Sophie et Antoine. « La famille Martin, je suppose. »« C'est exact, » répondit Antoine, plaçant une main possessive sur l'épaule d'Odette. « Nous sommes venus découvrir les lieux pour ma belle-mère, Madame Odette Moreau. » Le directeur daigna finalement la regarder directement, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Madame Moreau, c'est un plaisir. Je suis sûr que vous trouverez la sérénité comme l'endroit parfait pour cette étape de votre vie. » Odette lui soutint le regard. « Cela reste à voir, monsieur Dubois. Je commence tout juste à découvrir. » Un éclair de surprise traversa le visage du directeur, rapidement remplacé par une expression d'amabilité calculée. « Bien sûr, bien sûr. Je serai ravi de vous faire visiter personnellement nos installations. » La visite fut exhaustive. On leur montra de vastes salons décorés avec un goût impeccable mais générique, comme des chambres d'hôtel qui tentaient de paraître accueillantes, sans y parvenir tout à fait. On leur parla des activités quotidiennes. Ateliers de lecture, séances de gymnastique adaptées, projections de cinéma, excursions occasionnelles dans des musées ou des parcs. On leur présenta le personnel médical, tous avec des sourires, professionnels et des explications techniques sur les soins 24 heures sur 24, les contrôles réguliers, l'administration des médicaments. Mais ce qui inquiéta le plus Odette, ce fut ce qu'elle ne vit pas. Bien que le directeur mentionnât que la sérénité comptait 80 résidents heureux, ils croisèrent à peine une douzaine de personnes durant toute la visite, et ceux qu'ils rencontrèrent semblaient étrangement éteints, répondant aux questions du directeur par des monosyllabes ou des sourires vides. Aucun ne soutint le regard d'Odette plus de quelques secondes. Finalement, on leur montra ce qui pourrait être son appartement.
Une chambre spacieuse avec une salle de bain adaptée, un petit salon et un balcon donnant sur les jardins arrière. Tout était décoré dans des tons pastels, avec des meubles, fonctionnels mais sans personnalité. Comme vous pouvez le constater, expliquait le directeur, nos résidents profitent de toute l'intimité qu'ils souhaitent, mais toujours avec la sécurité d'une assistance immédiate s'ils en ont besoin. Il indiqua un bouton rouge près du lit et un autre dans la salle de bain. Assistance 24 heures sur 24 sur simple pression d'un bouton. C'est parfait, n'est-ce pas, maman? Sophie se tourna vers Odette avec un sourire plein d'attente. Tu aurais ton propre espace, mais avec toute l'aide dont tu pourrais avoir besoin. Odette parcourut la pièce du regard, remarquant les petits détails que d'autres auraient pu ignorer. L'absence de serrure sur les portes, les fenêtres qui ne s'ouvraient que partiellement, l'absence de cuisine où elle pourrait préparer ses propres repas. « J'aimerais parler à quelques résidents, » dit-elle finalement. « Seule, si possible. » Le directeur échangea un regard rapide avec Sophie avant de répondre. « Bien sûr, mais beaucoup de nos résidents se reposent à cette heure. Nous pourrions peut-être organiser une autre visite spécifiquement pour cela. »« Il y en a plusieurs dans le jardin, » insista Odette, désignant à travers la fenêtre où l'on voyait quelques personnes assises sur des bancs. « Je préférerais leur parler maintenant. » Il y eut un moment de tension que Sophie tenta de dissiper rapidement. « Maman, ne sois pas impatiente. Nous pouvons revenir un autre jour pour ça. Aujourd'hui, nous voulions juste que tu vois l'endroit. »« Si je dois envisager de vivre ici, » répondit Odette avec un calme qu'elle ne ressentait pas, « j'ai besoin de parler aux personnes qui y vivent déjà. C'est la chose la plus naturelle, vous ne trouvez pas ?» Le directeur intervint avec un sourire conciliant. « Bien sûr, Madame Moreau, mais il serait peut-être préférable que nous discutions d'abord de quelques détails pratiques, tels que les coûts, les services inclus, le processus d'adaptation. J'ai toute la documentation préparée dans mon bureau. » Antoine, qui était resté inhabituellement silencieux pendant la visite, finit par parler. « Cela semble bien. En fait, nous avons déjà examiné une grande partie de cette documentation auparavant, mais j'aimerais clarifier certains points concernant les coûts supplémentaires. » Odette sentit comment elle était subtilement exclue d'une conversation qui affecterait directement sa vie. « J'aimerais également voir ces documents, » dit-elle. « Bien sûr, maman, » intervint Sophie, « mais c'est assez technique et Antoine comprend mieux ces choses grâce à son travail à la banque. J'ai travaillé 40 ans dans l'administration. »« Public, » répondit Odette, sans essayer de dissimuler son irritation. « Je pense que je peux comprendre un contrat. » Le directeur Dubois s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Ne vous inquiétez pas, Madame Moreau. Nous avons déjà tout géré. Votre fille a signé tous les papiers. » Un silence glacial tomba dans la pièce. Odette fixa le directeur, puis sa fille, qui sembla soudainement trouver très intéressant le motif de la moquette. « Ma fille a signé. Quel papier exactement ?» demanda Odette d'une voix si calme qu'elle en était menaçante. « Seulement des documents préliminaires, » s'empressa d'expliquer Sophie. « Pour réserver la place, il y a une liste d'attente, maman. »« J'aimerais voir ces documents immédiatement, » insista Odette. Le directeur consulta sa montre d'un geste exagéré. « Je crains d'avoir une réunion dans 5 minutes, mais vous pouvez venir demain et je vous montrerai volontiers toute la documentation. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répondit Odette en se dirigeant vers la porte. « Je ne suis pas intéressée par la sérénité. Je préfère rester chez moi. » Sophie la suivit rapidement, la prenant par le bras avec plus de force que nécessaire. « Maman, ne sois pas impulsive. Au moins réfléchis-y un peu plus. » « Il n'y a rien à réfléchir. » Odette se défit de l'emprise de sa fille. « Et j'aimerais rentrer à la maison maintenant. » Le trajet du retour se déroula dans un silence tendu, seulement interrompu occasionnellement par des tentatives forcées de Sophie pour engager une conversation triviale sur le temps ou la circulation. Odette regardait par la fenêtre, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Sa fille avait signé des documents sans son consentement. Le directeur avait évité qu'elle parle aux autres résidents. Il y avait des virements bancaires non autorisés et une tentative de falsification de son testament. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était un schéma. Cette nuit-là, Odette ne put dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit, repassant mentalement chaque détail de ce qui s'était passé ces derniers jours. Quand l'horloge marqua 3 heures du matin, elle prit une décision. Elle se leva, enfila sa robe de chambre en soie bleue et descendit silencieusement dans son bureau. Là, à la faible lueur d'une petite lampe, elle commença à écrire une lettre adressée à son amie Carmen,
détaillant tout ce qu'elle avait découvert et ses soupçons. Après avoir terminé, elle la mit dans une enveloppe qu'elle scella avec soin et rangea au fond de son sac à main. Le lendemain, elle l'enverrait en recommandé. Les jours suivants se déroulèrent dans une apparente normalité. Odette maintint sa routine habituelle, mais avec une conscience accrue de tout ce qui se passait autour d'elle. Elle remarqua comment Sophie apparaissait chez elle sans prévenir, avec des excuses de plus en plus faibles. Comment Antoine passait plus de temps que d'habitude à consulter son courrier quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Comment, soudainement, elle recevait des appels de numéros inconnus qui s'intéressaient à son bien-être et lui offraient des services qu'elle n'avait jamais demandés. Un après-midi, alors qu'elle rangeait quelques papiers dans son bureau, elle entendit des voix venant du salon. Elle reconnut immédiatement celle de Sophie, mais l'autre, une voix masculine grave, n'était pas celle d'Antoine. Silencieusement, elle s'approcha de la porte entr'ouverte du bureau, d'où elle pouvait écouter sans être vue. « Le temps presse, disait la voix inconnue. Le virement complet doit être effectué avant la fin du mois. »« je sais, répondit Sophie, et Odette n'avait jamais entendu ce ton impatient dans la voix de sa fille. « Mais c'est plus compliqué que nous ne le pensions. Elle ne coopère pas, et mon frère, Xavier, pose des questions gênantes. »« On ne s'intéresse pas à ton drame familial, » répliqua l'homme avec froideur. « L'accord est clair, la propriété et le fonds fiduciaire en échange de la place permanente et du traitement préférentiel. Si tu ne peux pas gérer ta mère, nous trouverons une autre famille qui le pourra. »« Je vais la gérer, » assura Sophie avec une détermination qui glaça le sang d'Odette. « J'ai juste besoin de quelques jours de plus. » Elle a commencé à prendre les somnifères que lui a prescrits le médecin. Bientôt, elle sera plus gérable. Odette dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Des somnifères. Elle ne prenait aucun médicament pour dormir. Elle se rappela alors le thé que Sophie insistait pour lui préparer chaque soir depuis une semaine, avec un goût légèrement amer qu'elle attribuait au miel biologique que sa fille assurait être plus sain. Le cœur battant la chamade, elle attendit que le visiteur parte et que Sophie monte dans la chambre d'amis où elle passait ces derniers temps plus de temps à organiser quelques souvenirs de famille, selon ses dires. Dès qu'elle fut sûre d'être seule, Odette se dirigea vers la cuisine et trouva un petit flacon de pilules caché derrière les pots d'épices. Il n'y avait pas d'étiquette pharmaceutique, seulement une inscription manuscrite disant « infusion relaxante ». Ce soir-là, quand Sophie lui offrit le thé habituel, Odette fit semblant de le boire, mais dès que sa fille fut distraite, elle en versa le contenu sur une plante voisine. Elle prit congé tôt, prétextant la fatigue, et s'enferma dans sa chambre. Au lieu de se coucher, elle sortit de la poche de sa robe de chambre le téléphone portable que son petit-fils Michel lui avait offert pour Noël et qu'elle utilisait rarement. Elle composa le numéro de Carmen. « Odette, tu sais quelle heure il est ?» La voix somnolente de Carmen résonna à l'autre bout du fil. « Je sais, et je suis désolée, » murmura Odette, assise au bord de son lit, attentive au moindre bruit qui pourrait indiquer que Sophie était proche. « Mais ça ne peut pas attendre. Tu avais raison, Carmen. Ce ne sont pas que des soupçons, c'est réel. Ils essaient de me droguer pour pouvoir me contrôler. » Elle lui raconta tout ce qu'elle avait entendu et découvert, parlant à voix basse et rapide, craignant d'être interrompue à tout moment. « J'ai besoin que tu viennes demain, » conclut-elle. « Apporte les documents que je t'ai envoyés et, si possible, quelqu'un du parquet de la protection des majeurs. Ça dépasse mon cas. Je crois que la sérénité met en œuvre un système systématique pour s'approprier les biens de personnes âgées. Es-tu sûr que ça ira jusqu'à demain ?» L'inquiétude dans la voix de Carmen était palpable. « Je peux venir tout de suite avec la police si tu en as besoin. Non, je ne veux pas d'un scandale nocturne qui alerterait Sophie. Demain, ce sera mieux. Tu viendras prendre le thé à 5 heures, comme on le faisait toujours quand on travaillait. Ensemble. Ça ressemblera à une visite sociale normale. » Après avoir raccroché, Odette enfila son pyjama et se coucha, mais pas pour dormir. Elle sortit un petit carnet qu'elle avait gardé caché entre les pages d'une ancienne édition de Don Quichotte sur sa table de nuit, et à la faible lueur d'une lampe de poche, elle commença à écrire. Elle documenta méticuleusement la conversation qu'elle avait entendue, l'existence des pilules non étiquetées, les changements dans le comportement de sa fille, les virements bancaires suspects. Ce n'était pas seulement un journal, c'était une preuve. Le lendemain matin, le ciel était gris et menaçant, avec des nuages d'orage s'accumulant au-dessus de Paris.
Odette se leva tôt, encore avant Sophie, et prépara le petit déjeuner, pour toutes les deux, des toasts à la tomate, du café et du jus d'orange fraîchement pressé. Quand sa fille descendit, surprise de trouver la table déjà mise, Odette la reçut avec un sourire serein. « Bonjour, ma chérie, j'ai pensé que nous pourrions déjeuner ensemble avant que tu ne commences ta journée. » Sophie la regarda avec une méfiance à peine dissimulée. « Tu vas bien, maman? Tu avais l'air très fatiguée hier soir. »« J'ai dormi extraordinairement bien, » mentit Odette, lui servant une tasse de café. « Tellement bien que je me suis levée, avec de l'énergie pour faire des projets. En fait, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur la sérénité. » Les yeux de Sophie s'illuminèrent d'un intérêt qu'elle essaya de modérer. « Vraiment, je suis contente d'entendre ça. »« J'ai décidé que tu avais raison, » continua Odette, observant comment sa fille tentait de retenir un sourire triomphant. « Cette maison est trop grande pour moi toute seule, et peut-être que d'avoir de la compagnie et de l'assistance n'est pas si mauvaise idée à mon âge. »« Oh maman, tu ne sais pas comme ça me fait plaisir d'entendre ça. » Sophie se leva pour embrasser sa mère, un geste qui parut à Odette aussi faux que tout le reste ces dernières semaines. « Je vais immédiatement appeler le directeur Dubois pour confirmer ta place. »« Pas de précipitation, » dit Odette, buvant une gorgée de son café. « En fait, j'aimerais revoir personnellement toute la documentation avant de prendre une décision finale. Les contrats, les coûts, les conditions, tu sais comment je suis avec ces choses-là. » Le sourire de Sophie vacilla légèrement. « Bien, sûr, mais comme vous l'a dit, monsieur Dubois, nous nous sommes déjà occupés de tout cela. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit. Néanmoins, j'aimerais tout voir. Au fait, Carmen viendra prendre le thé aujourd'hui. Tu te souviens d'elle? Mon ancienne collègue de la mairie. » Carmen Ibanez. Le ton de Sophie était prudent. « Oui, bien sûr que je m'en souviens. Mais je ne pense pas que ce soit le bon moment pour les visites, maman. Tu parlais de déménager à la Sérénité. Il y a beaucoup de choses à organiser. » C'est précisément pour ça que Carmen vient. Elle a travaillé dans la protection juridique des personnes âgées et elle peut m'aider à mieux comprendre les aspects légaux du contrat de la Sérénité. L'expression de Sophie s'endurcit. « Tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un d'autre, maman. Antoine et moi, on s'est occupés de tout. Fais-nous confiance. » Odette garda son sourire placide, bien qu'elle sente la tension s'accumuler dans l'atmosphère. « Bien sûr que je vous fais confiance, ma chérie. Mais j'ai toujours été une femme indépendante qui aime comprendre les choses par elle-même. Carmen viendra à 5 heures, et j'aimerais que tu l'accueilles avec la même courtoisie avec laquelle tu l'as toujours traitée. » La matinée et l'après-midi se déroulèrent dans un calme tendu. Odette remarqua comment Sophie passait de nombreux appels téléphoniques à voix basse depuis le couloir ou le jardin. Elle l'entendit discuter avec Antoine à voix basse et furieuse. Elle l'observa fouiller frénétiquement dans des papiers qu'elle cachait rapidement quand Odette entrait dans la pièce. Sa fille était nerveuse, et cela confirmait tous ses soupçons. À 5 heures moins le quart, Odette se retira dans sa chambre sous prétexte de vouloir s'apprêter pour recevoir son amie. En réalité, elle avait besoin de faire une dernière chose avant l'arrivée de Carmen. D'un compartiment secret dans sa boîte à bijoux, héritage de sa mère, elle sortit une petite clé dorée qui ouvrait le coffre-fort caché derrière un tableau dans son bureau. Elle y conservait non seulement ses bijoux les plus précieux, mais aussi des documents importants que Sophie ignorait. Le testament original dûment notarié, les actes de propriété que son mari et elle avaient acquis au cours de leur vie, et surtout, un document de fiducie irrévocable que Frédéric et elle avaient établi des années auparavant, protégeant son patrimoine de toute tentative de manipulation. Elle eut à peine le temps de ranger ses documents dans son sac à main que la sonnette de la porte d'entrée retentit. D'un pas ferme, elle descendit l'escalier pour retrouver Carmen, mais Sophie l'avait devancée. Sa fille était déjà à la porte, accueillant Carmen avec un sourire forcé. Mais la surprise d'Odette fut grande lorsqu'elle vit que son amie n'était pas seule. À ses côtés, il y avait un homme d'âge moyen en costume sombre et à l'expression sérieuse, et une jeune femme avec une serviette sous le bras qu'Odette reconnut comme étant Aurélie Martin, procureure spécialisée dans la protection des droits des personnes âgées. « Sophie, quel plaisir de te voir !» salua Carmen avec une cordialité aussi fausse que le sourire de sa fille. « J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai amené ses amis. Monsieur Dubois est enquêteur à la brigade financière, et je crois que tu connais déjà le procureur Martin. » Le visage de Sophie se transforma, passant de la surprise à la peur,
et finalement à une colère à peine contenue. « Maman, dit-elle, en se tournant vers Odette, qui était déjà arrivée dans le hall d'entrée, « qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, ma chérie, répondit Odette avec un calme qui contrastait avec la tension du moment, « qu'aujourd'hui, nous allons éclaircir beaucoup de choses. Entrez, je vous prie, ajouta-t-elle en s'adressant aux visiteurs. Les minutes suivantes furent chaotiques. Sophie tenta d'empêcher leur entrée, alléguant que sa mère était confuse, qu'elle avait agi de manière erratique ces derniers temps, que tout était un malentendu. Mais l'autorité du procureur Martin et de l'enquêteur Dubois ne laissa aucune place à la discussion, et bientôt tout le monde fut assis dans le salon d'Odette, dans un silence chargé de tension. « Madame Moreau, commença le procureur Martin, nous avons reçu une documentation très préoccupante de la part de votre amie, Madame Ibáñez, une documentation qui suggère un possible cas d'abus financier et émotionnel à votre encontre. Nous sommes ici pour enquêter sur ces allégations et protéger vos droits. »« C'est absurde, » s'exclama Sophie en se levant. « J'essayais juste de m'occuper de ma mère. Cette maison est trop grande pour elle. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de supervision. Et c'est pour ça que tu as falsifié ma signature sur une procuration? C'est pour ça que tu as transféré de l'argent de mes comptes sans mon consentement? C'est pour ça que tu as mis des médicaments dans mon thé ?» La voix d'Odette était ferme, mais il y avait un tremblement d'émotion contenu en elle. « C'est pour ça que tu négociais avec la Sérénité pour leur remettre ma maison et mon patrimoine en échange d'une place permanente pour moi ?» Sophie pâlit. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous êtes confuse, maman. Ces pilules n'étaient que des herbes relaxantes pour vous aider à dormir. Et s'il y a eu un transfert, c'était pour payer les factures de la maison. Nous avons les relevés bancaires, » intervint l'enquêteur Dubois sortant un dossier de sa serviette. « Et nous avons aussi des témoignages d'autres membres de famille, de résidents à la Sérénité, qui décrivent un schéma similaire. Transfert suspect, médication non autorisée, isolement progressif des personnes âgées. »« Peut-être. Devriez-vous appeler Antoine ?» suggéra Odette avec une froideur qu'elle n'avait jamais utilisée avec sa fille. « Et aussi Monsieur Dubois de la Sérénité. Je crois que nous avons tous beaucoup de choses à nous dire. » Le visage de Sophie se contracta dans une grimace de rage et de peur. Elle tenta de sortir précipitamment du salon, mais l'enquêteur Dubois lui barra le chemin. « Je crains que vous ne puissiez pas partir, Madame Martin. Nous avons quelques questions à vous poser, ainsi qu'une ordonnance pour examiner votre téléphone et vos communications avec la Sérénité. » Les heures suivantes furent une succession de révélations douloureuses. Antoine arriva pâle et nerveux, niant toute connaissance des actions de sa femme, jusqu'à ce qu'on lui montre les documents portant sa signature. Le directeur Dubois fut escorté jusqu'à la maison par 2 agents de police après une visite surprise du parquet à la Sérénité, où l'on avait déjà commencé à interroger les résidents et les employés. À la tombée de la nuit, toute la vérité était apparue. La Sérénité utilisait un système de fraude élaboré où elle attirait des familles soucieuses du soin de leurs aînés, leur offrant une solution apparemment digne, mais avec un coût caché exorbitant. Lorsque les familles exprimaient leur inquiétude de ne pas pouvoir se permettre le coup, on leur suggérait un arrangement spécial, le transfert des biens et des actifs de la personne âgée en échange d'une place, viagère et de soins préférentiels. Une fois internés, les résidents étaient surmédiqués pour les maintenir dociles, tandis que leurs biens étaient liquidés et leurs économies vidées. Sophie et Antoine furent arrêtés la nuit même, accusés de fraude, de falsification et d'abus de personnes vulnérables. Le directeur Dubois et plusieurs administrateurs de la Sérénité furent également mis en examen. Mais pour Odette, le coup le plus dur ne fut pas les actions en justice, mais la trahison de sa propre fille. « Pourquoi, Sophie ?» demanda-t-elle alors que les policiers se préparaient à l'emmener. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Pour la première fois depuis le début de ce calvaire, elle vit une véritable émotion dans les yeux de sa fille. La honte, le remords et quelque chose de plus profond, de plus troublant. « On était ruinés, maman, » murmura Sophie. « L'entreprise d'Antoine a fait faillite il y a des mois. On allait tout perdre, la maison, la voiture, l'école privée des enfants. Quand M. Dubois nous a contactés, ça semblait être la solution parfaite. Tu aurais des soins et nous sauverions notre situation. Je pensais que, finalement, ce serait le mieux pour tout le monde. » « Le mieux pour tout le monde ?» La voix d'Odette se brisa pour la première fois.
Tu m'as drogué. Tu as essayé de me voler. Tu allais m'enfermer dans cet endroit et m'abandonner là-bas. Non, non, on ne t'aurait jamais abandonné. On serait venu te voir, on t'aurait emmené voir les enfants. Ça suffit, Sophie. N'empire pas ça avec d'autres mensonges. Odette se tourna vers les policiers. Vous pouvez l'emmener maintenant. Cette nuit-là, Odette resta seule dans la maison qu'elle avait défendue avec tant de détermination. Carmen avait proposé de rester, mais elle avait poliment refusé son offre. Elle avait besoin de ce temps seul pour traiter tout ce qui s'était passé, pour pleurer la trahison de sa fille, pour commencer à guérir. Assise dans le fauteuil préféré de Frédéric devant la fenêtre du salon, avec une tasse de thé qu'elle avait préparée elle-même cette fois, elle observait les lumières de Paris scintiller au loin. Elle pensa à toutes les personnes âgées qui n'avaient pas eu sa force, sa connaissance de la loi, ses ressources pour se défendre. Elle pensa aux familles brisées par la cupidité et la peur. Elle pensa à la proximité de devenir une autre victime silencieuse. Et elle prit une décision. Demain, elle commencerait à travailler sur un nouveau projet. Elle utiliserait son expérience, ses contacts, sa détermination pour créer une fondation dédiée à protéger les droits et la dignité des personnes âgées. Elle deviendrait la voix de ceux qu'on tentait de faire taire. Et peut-être, avec le temps, pourrait-elle même trouver un chemin vers le pardon. La tempête qui avait menacé toute la journée éclata finalement sur Paris, lavant les rues d'une pluie purificatrice qui semblait nettoyer également la douleur et la trahison, laissant place à un nouveau départ. Avez-vous déjà connu quelqu'un qui a été victime d'une tentative d'escroquerie ou de manipulation similaire à ce que vit Odette? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. L'aube du lendemain apporta une clarté renouvelée. Odette se réveilla avec la première lumière, après avoir dormi étonnamment bien malgré les circonstances. Pendant qu'elle préparait son petit déjeuner dans la cuisine silencieuse, le téléphone sonna. C'était Xavier, son fils cadet, appelant de Marseille, où il vivait avec sa famille. « Maman, je viens juste d'apprendre tout ça. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ?» Sa voix était angoissée, préoccupée et surtout coupable. « J'aurais pu faire quelque chose. J'aurais pu t'aider. » Tout s'est passé très vite, Xavier, rassura Odette. Et sincèrement, au début, je n'étais pas sûr de ce qui se passait exactement. Je ne voulais pas vous alarmer sans avoir de preuves. Je vais prendre le premier train pour Paris. J'y serai cet après-midi. Il n'est pas nécessaire que tu abandonnes tes obligations, mon fils. Je vais bien, vraiment. Ce n'est pas négociable, maman. Cette fois, je ne te laisserai pas tomber. Après avoir raccroché, Odette resta à regarder par la fenêtre de la cuisine, observant comment les oiseaux voltigeaient dans le jardin après la pluie nocturne. Les mots de Xavier résonnaient dans son esprit. « Je ne te laisserai pas tomber ». Se sentait-il responsable de ce que Sophie avait fait? Il ne devrait pas. Chaque adulte était responsable de ses propres actes. Vers le milieu de la matinée, pendant qu'Odette organisait quelques idées pour son projet de fondation, elle reçut une autre visite inattendue. Michel, son petit-fils de 16 ans, le fils de Sophie, était à la porte, les yeux rouges d'avoir pleuré, et une expression de détermination sur son visage juvénile. « Grand-mère, » dit-il dès qu'Odette ouvrit la porte, « je suis venu m'excuser. »« Toi? Mais tu n'as rien fait, mon chéri. » Odette l'embrassa, sentant comment le garçon tremblait. Légèrement. « Je le savais, grand-mère. » Pas tout, mais je savais que maman et papa faisaient quelque chose de bizarre avec toi. Je les ai entendus parler de documents et de la sérénité. J'aurais dû te le dire, j'aurais dû faire quelque chose. Odette le conduisit dans le salon et le fit asseoir à côté d'elle sur le canapé, prenant ses mains entre les siennes. « Michel, tu n'as aucune culpabilité dans tout ça. Tu es un enfant. J'ai 16 ans, grand-mère, je ne suis pas un enfant. Pour moi, tu seras toujours mon petit-fils, sourit Odette. Mais tu as raison, tu n'es plus un enfant. Et pourtant, ce n'était pas ta responsabilité de me protéger de tes parents. Ils ont pris leur décision, et maintenant ils devront en assumer les conséquences. Ils vont aller en prison? » La voix de Michel se brisa en posant la question. Odette soupira. « Je ne sais pas, mon chéri. Cela dépendra de nombreux facteurs. Mais l'important maintenant, c'est que tu saches que cela ne change pas l'amour que j'ai pour toi. Tu seras toujours mon petit-fils, quoi qu'il arrive. Je peux rester avec toi? Au moins quelques jours? La tante Louise s'est occupée de Pablo et de moi, mais sa maison est petite et bien sûr que tu peux rester. Ceci sera toujours ta maison aussi.
Cet après-midi, quand Xavier arriva de Marseille, il trouva Odette et Michel dans la cuisine, préparant ensemble une paella selon la recette traditionnelle de Frédéric. L'image de sa mère, droite et sereine, apprenant à son petit-fils à faire revenir le riz au safran, contrastait dramatiquement avec la vision de fragilité que Sophie avait tenté de projeter sur elle. Pendant le dîner, tous les trois parlèrent ouvertement de ce qui s'était passé. Xavier exprima son remords de ne pas avoir été plus présent, d'avoir fait aveuglément confiance à Sophie pour prendre bien soin de sa mère. Michel partagea des fragments de conversation qu'il avait entendus, des pièces du puzzle qui s'emboîtaient désormais dans le schéma complet de la fraude. Et Odette, pour la première fois, parla sans réserve de la peur qu'elle avait ressentie, de l'indignation, du sentiment de vulnérabilité qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. « Ce qui me blesse le plus, » confia-t-elle en prenant du café dans le salon après le dîner, « c'est que Sophie croyait vraiment que j'étais si facile à manipuler, si incapable de me défendre. Est-ce que je me suis montré si faible ?»« Je ne crois pas qu'elle t'ait vu faible, maman, » réfléchit Xavier. « Je crois qu'elle a vu une opportunité et l'a saisie, sans vraiment penser à toi en tant que personne. Elle t'a transformé en un moyen de résoudre ses problèmes financiers. » « Mais c'est presque pire, » intervint Michel avec l'honnêteté brutale des adolescents. « Ça signifie qu'elle ne te considérait même pas comme une personne avec des droits et des sentiments qui lui sont propres. » Odette hocha lentement la tête. « Tu as peut-être raison, Michel. Et c'est contre cette mentalité que je veux lutter maintenant. Cette idée que, en vieillissant, nous devenons des problèmes à résoudre ou des ressources à exploiter, au lieu de personnes ayant droit à notre dignité et à notre indépendance. » « Comment comptes-tu faire » demanda Xavier. « J'ai élaboré quelques idées pour une fondation, » expliqua Odette, s'animant visiblement en parlant de son projet. « Un endroit qui offre des conseils juridiques gratuits aux personnes âgées, qui enquête sur les résidences et les services de soins, qui promeut des lois plus strictes contre les abus et la fraude aux personnes âgées. Et surtout, un endroit qui éduque à la fois les personnes âgées sur leurs droits et la société sur la valeur et la dignité de la vieillesse. » Pendant qu'Odette parlait, Xavier et Michel l'écoutaient avec une admiration croissante. Ce n'était pas une vieille femme vaincue par la trahison. C'était une femme forte, déterminée à transformer sa douloureuse expérience en un catalyseur de changement social. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon d'activités. Carmen et le procureur Martin visitaient fréquemment la maison pour les tenir au courant de l'enquête et prendre de nouvelles déclarations. D'anciens collègues d'Odette de la mairie, en apprenant son projet de fondation, commencèrent à se proposer comme bénévoles. Même certains médias se sont intéressés à son histoire, y voyant un exemple de résistance et de dignité face aux abus. Une semaine après les arrestations, Odette reçut un appel qu'elle n'attendait pas. C'était l'avocat de Sophie, demandant une visite. « Votre fille souhaite vous parler, Madame Moreau. Elle est repentante et souhaite vous demander pardon personnellement. » Odette sentit son cœur s'accélérer. Était-elle prête à voir Sophie, pour entendre ses explications ou ses excuses? Pour affronter à nouveau la fille qui avait tenté de la dépouiller de tout? « Dites-lui que j'irai la voir la semaine prochaine, » répondit-elle finalement. « J'ai besoin d'un peu plus de temps. » Cette nuit-là, assise dans le jardin sous le ciel étoilé de Paris, Odette réfléchit au pardon. Non pas le pardon superficiel qui efface les conséquences et restaure les situations comme si rien ne s'était passé, mais le pardon profond qui reconnaît le mal, exige la responsabilité et malgré cela permet à la blessure de commencer à guérir sans s'infecter de ressentiment. « À quoi penses-tu, grand-mère » Michel s'assit à côté d'elle sur le banc de pierre, lui offrant une couverture pour se protéger de la fraîcheur nocturne. « À ta mère, » répondit-elle sincèrement, « à savoir si je serais capable de lui pardonner un jour. » Michel resta silencieux quelques instants avant de répondre. « Tu n'es pas obligé de décider maintenant, tu sais. Le pardon n'a pas de date limite. » Odette sourit, surprise par la sagesse de son petit-fils. « Tu as raison. Le pardon viendra quand il devra venir, s'il vient. Et entre-temps, tu vas continuer avec ta fondation, n'est-ce pas? » « Oui, je vais continuer. En fait, j'ai réfléchi à un nom pour elle. Dignité argentée. Qu'est-ce que tu en penses? »« J'aime bien, » approuva Michel. « Ça sonne puissant et respectueux à la fois. » « Comme nous devrions tous l'être, quel que soit notre âge, » conclut Odette, serrant la main de son petit-fils tandis qu'ils contemplaient ensemble le vaste ciel nocturne, symbole de toutes les possibilités qui s'étendaient encore devant eux. La vie d'Odette avait basculé brutalement.
Mais des cendres de cette trahison émergeait un but renouvelé, une mission qui donnerait un sens aux années qui l'attendaient. Ce ne serait pas facile, mais elle avait quelque chose que personne ne pourrait jamais lui enlever, son esprit indomptable et sa dignité inébranlable. Pendant ce temps, dans les bureaux du parquet, l'enquête sur la sérénité s'étendait. Ce qui avait commencé comme l'affaire Odette Moreau devenait rapidement l'un des plus grands scandales de fraude aux personnes âgées de l'histoire récente de la France. Chaque jour, de nouveaux témoignages, de nouvelles victimes, de nouveaux complices émergeaient, et au centre de tout cela, la détermination d'une femme de 71 ans qui avait refusé de se taire. Suivez-vous attentivement l'histoire, ou avez-vous deviné ce qui va se passer ensuite? Laissez-moi votre prédiction dans les commentaires et continuons cette narrative révélatrice. Le lundi suivant, Odette se présenta au centre pénitentiaire où Sophie attendait son procès. Elle portait un simple tailleur bleu marine, avait les cheveux impeccablement coiffés et sur son visage, il y avait une expression sereine qui cachait la tempête intérieure qu'elle ressentait. Xavier avait insisté pour l'accompagner, mais elle avait poliment refusé son offre. C'était un chemin qu'elle devait parcourir seule. La salle des visites était froide et impersonnelle, des murs d'un jaune délavé, des tables métalliques boulonnées au sol, des chaises en plastique inconfortables. Lorsque les gardiens amenèrent Sophie, Odette eut à peine pu reconnaître sa fille. En à peine 2 semaines, elle semblait avoir vieilli de plusieurs années. Son visage était pâle, avec de profondes cernes, et son élégance habituelle avait été remplacée par une apparence négligée et abattue. Pendant quelques minutes interminables, mère et fille se regardèrent en silence, séparées par une table et un abîme de trahison. « Merci d'être venue, maman », dit finalement Sophie, d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Je n'étais pas sûre que tu viendrais. »« Moi non plus, je n'étais pas sûre, » répondit Odette avec sincérité. « Je sais qu'il n'y a aucune explication qui justifie ce que j'ai fait. Je ne vais même pas essayer. Je veux juste que tu saches que je suis désolée. Je suis tellement désolée que ça me fait mal de respirer. » Odette observa sa fille, cherchant dans ses yeux un signe de l'ancienne tromperie, de la manipulation qu'elle avait fini par craindre. Mais elle ne vit qu'une femme brisée par ses propres actions, confrontée pour la première fois aux conséquences de ses décisions. « Pourquoi n'es-tu pas venue me voir directement, Sophie? Si vous aviez des problèmes financiers, je vous aurais aidé. » Sophie baissa les yeux, honteuse. « L'orgueil, je suppose. Antoine ne voulait pas que tu saches que son entreprise avait fait faillite. Et puis, quand on a rencontré M. Dubois et qu'il nous a expliqué le programme spécial de la sérénité, ça a semblé, je ne sais pas, pratique, une solution pour tout le monde. Je me suis convaincu que tu serais vraiment mieux là-bas, qu'on n'aurait plus de tranquillité en sachant que tu étais prise en charge 24 heures sur 24. Mais tu savais que je ne voulais pas y aller. Tu savais que je tenais à mon indépendance plus que tout. Je savais, admit Sophie, et une larme roula sur sa joue. Mais je me suis dit que c'était comme quand les enfants ne veulent pas aller chez le médecin, même si c'est pour leur bien. Qu'à la fin, tu me remercierais quand tu verrais à quel point on prenait soin de toi là-bas. Même si pour ça, il fallait me droguer, même si pour ça, il fallait m'isoler de mes amis et du reste de la famille, même si pour ça, il fallait me voler. Sophie n'avait pas de réponse à cela. Elle se contenta de baisser la tête, tandis que les larmes coulaient sur ses mains jointes. « Les psychiatres ont un nom pour ça, » continua Odette d'une voix ferme, mais pas cruelle. Ça s'appelle le gaslighting. C'est une forme d'abus psychologique où l'on fait douter la victime de sa propre perception de la réalité. C'est ce que tu as essayé de faire avec moi, Sophie. Me faire croire que je n'étais plus capable de prendre soin de moi, que mes décisions n'étaient plus valables, que j'avais besoin d'être protégée de moi-même. Je ne voyais pas ça comme ça à l'époque, murmura Sophie. Mais maintenant je comprends. Et il n'y a pas un jour où je ne le regrette. Odette laissa échapper un long soupir. Je suis venue aujourd'hui parce que j'avais besoin d'entendre ça de toi. J'avais besoin de savoir si tu comprenais vraiment la gravité de ce que tu as fait. Je comprends, maman, et j'accepterai n'importe quelle punition que le tribunal décidera. Je ne vais pas lutter contre ça. Antoine le fera, n'est-ce pas? Sophie acquiesça avec un sourire amer. Oui, il dit que tout était mon idée, qu'il n'a fait que signer les papiers sans les lire, qu'il me faisait confiance pour gérer les affaires familiales. Et les enfants, comment vont-ils? En mentionnant ses enfants, Sophie sembla s'effondrer complètement.
Pablo va bien, il est trop petit pour vraiment comprendre ce qui se passe. Mais Michel ne veut pas me voir. Il dit qu'il ne peut pas me pardonner ce que j'ai essayé de te faire. Donne-lui du temps, conseilla Odette. Il est jeune et pour les jeunes, tout est noir ou blanc. Avec les années, il apprendra que la vie est pleine de nuances de gris. Pourras-tu me pardonner un jour? La question flotta entre elles, chargée de désespoir et d'un faible rayon d'espoir. Odette prit son temps avant de répondre. Je ne sais pas, Sophie, le pardon n'est pas quelque chose qu'on peut forcer. Mais je suis là, n'est-ce pas? C'est un début. Lorsque le temps de visite fut terminé, Odette se leva avec dignité. Avant de partir, elle laissa sur la table un petit paquet enveloppé dans du papier brun. Je t'ai apporté quelques affaires. Un journal, tes crèmes préférées, le livre que tu lisais quand tout a commencé, et des photos des enfants, pour que tu te souviennes de ce qui compte vraiment. Sophie prit le paquet avec des mains tremblantes. Merci, maman. Encore une chose, ajouta Odette sur le pas de la porte. Je témoignerai à ton procès, non pas pour te défendre, mais pour raconter toute la vérité, y compris le fait que je crois que tu as été manipulé par M. Dubois et son organisation, que tu as profité d'une situation désespérée. Cela n'excuse pas ce que tu as fait, mais c'est un facteur à prendre en compte. Avec ces mots, Odette sortit de la salle des visites, comme si elle s'était enlevé un poids des épaules. Elle n'avait pas complètement pardonné à sa fille. Peut-être ne le ferait-elle jamais tout à fait, mais elle avait fait un pas crucial vers la guérison. Le soir même, dans le bureau qu'elle avait aménagé dans son atelier pour travailler sur le projet de la fondation, Odette reçut un appel qui allait changer le cours de ses plans. « Madame Moreau, je suis Thérèse Dupont, de Radio France. J'aimerais vous parler de ce qui s'est passé avec la sérénité et de votre expérience personnelle. Nous pensons que votre histoire pourrait aider beaucoup de gens à identifier et à prévenir des situations similaires. » Odette hésita. Elle n'avait pas cherché la publicité, et l'idée d'exposer publiquement le douloureux épisode familial lui était inconfortable. Mais les derniers mots de la journaliste résonnèrent dans son esprit, « aider beaucoup de gens ». « D'accord », accepta-t-elle finalement, « mais à une condition. Je veux parler non seulement de mon cas, mais du problème systémique des abus envers les personnes âgées et de la fondation que je crée pour le combattre. » Bien sûr, Madame Moreau. En fait, cela rendrait l'interview encore plus précieuse pour notre public. L'interview, diffusée 2 jours plus tard en heure de grande écoute, eut un impact immédiat. Le téléphone d'Odette ne cessa de sonner. Des victimes d'escroqueries similaires appelaient, des familles inquiètes de la situation de leurs aînés, dans les résidences, des professionnels du droit et de la santé offrant leur collaboration, des organisations de protection des consommateurs proposant des alliances, et à sa grande surprise, d'éventuels donateurs intéressés à financer Dignité Argentée. « C'est accablant », commenta Odette à Carmen, qui était venue l'aider à organiser toutes les réponses. « Je n'ai jamais imaginé qu'il y aurait autant de gens intéressés. »« Tu as touché une corde sensible dans la société, Odette, » répondit son ami, classant les appels en différentes catégories. « Le vieillissement de la population est une réalité qui affecte beaucoup de familles, et la peur des abus ou de l'abandon est très présente. Ton histoire a donné un visage, une voix à ces peurs, mais elle a aussi montré qu'on peut se battre, qu'on peut garder sa dignité. » Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Odette, avec l'aide de Carmen, Xavier et une équipe croissante de bénévoles, transforma Dignité Argentée d'une idée en une réalité tangible. Ils louèrent un petit local dans le centre de Paris, créèrent une ligne téléphonique d'aide, établirent une équipe de conseillers juridiques et psychologiques, et commencèrent à visiter des maisons de retraite pour évaluer leurs conditions et leurs pratiques. Le procès contre Sophie, Antoine et les responsables de la sérénité se tint en automne. Odette témoigna avec sérénité et précision, relatant chaque détail de ce qui s'était passé sans dramatiser, mais sans rien omettre. Son témoignage, ainsi que celui de nombreuses autres personnes concernées et une montagne de preuves documentaires, fut dévastateur pour la défense. Le verdict arriva début décembre. Jacques Dubois, le directeur de la sérénité, fut condamné à 8 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation de fraude, de falsification et d'abus de personnes vulnérables. Plusieurs membres de Minorce sous le Centrum, son équipe reçurent des peines similaires. Antoine fut condamné à 4 ans, sa participation active au système frauduleux étant prouvée.
Et Sophie, en considération de sa coopération avec le parquet et du témoignage modérateur d'Odette, reçut une peine de 2 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 8 mois. La nouvelle des condamnations se répandit rapidement, devenant un précédent important pour des cas similaires dans toute la France. Odette reçut la nouvelle avec des sentiments partagés, de la satisfaction pour la justice, mais aussi de la tristesse pour le prix élevé que sa famille avait payé pour les mauvaises décisions de Sophie et Antoine. Un dimanche de février, alors qu'Odette prenait un petit déjeuner tranquille avec Michel, qui vivait désormais en permanence avec elle, le téléphone sonna. C'était Sophie qui appelait de la prison. « Maman, je viens de voir ton interview dans l'émission de débat. D'hier soir, tu étais incroyable. »« Merci, » répondit Odette, surprise par l'enthousiasme dans la voix de sa fille. « Je n'étais pas sûre que tu l'aurais vu. Je ne manque aucune de tes apparitions publiques. Toutes les détenues de mon quartier les regardent ensemble. Tu es devenue une sorte d'héroïne ici, tu sais. Beaucoup ont des parents ou grands-parents dans des situations vulnérables. » Odette ne sut quoi répondre à cela. L'idée d'être vue comme une héroïne lui était étrange, presque inconfortable. « Je t'appelle pour quelque chose de précis, » continua Sophie. « L'assistante sociale m'a parlé d'un programme de réinsertion pour quand je sortirai en libération. Conditionnel. Je pourrais travailler comme bénévole dans une organisation à but non lucratif et moi, eh bien je me demandais si Dignité Argentée accepterait ma collaboration. » La proposition prit Odette complètement par surprise. « Sophie, je ne sais pas si cela serait approprié, étant donné... »« Je sais, » interrompit Sophie rapidement. « Je comprends que les gens pourraient se sentir mal à l'aise avec ma présence, vu ma condamnation. Mais je pourrais travailler sur des tâches administratives, loin du public. Et je crois que mon expérience pourrait être précieuse. Je connais le système de l'intérieur. Je sais comment pensent ceux qui essaient de profiter des personnes âgées, quels signaux rechercher, quelles tactiques ils utilisent. » Odette resta silencieuse, considérant la proposition. Il était vrai que Sophie pourrait apporter une perspective unique, et peut-être, juste peut-être cela, pourrait être un chemin vers la rédemption pour sa fille et vers la réconciliation pour toutes les deux. « Je consulterai l'équipe, » dit-elle finalement. « Je ne peux rien te promettre, mais nous étudierons sérieusement cela. C'est tout ce que je demande, maman. Merci. » Après avoir raccroché, Odette resta pensive près du téléphone. Michel, qui avait écouté la conversation depuis la table du petit déjeuner, s'approcha d'elle. « Tu envisages vraiment de laisser maman travailler à la fondation ?» demanda-t-il avec un mélange de surprise et d'inquiétude. « Je ne l'ai pas encore. »« Très décidé, » répondit Odette, « mais je crois que cela mérite d'être considéré. » « Après ce qu'elle t'a fait, précisément à cause de ça, Michel, » Odette prit la main de son petit-fils. « Ta mère a commis une terrible erreur, et elle en paie le prix. Mais elle a aussi l'opportunité d'apprendre, de grandir, de réparer, en partie le mal causé. Si on lui refuse cette opportunité, sommes-nous vraiment meilleurs que ceux qui nous jugent uniquement sur notre âge ?» Michel réfléchit aux mots de sa grand-mère. « Je suppose que tu as raison, c'est juste que je suis encore en colère contre elle. »« Je sais, mon chéri, et tu as tout à fait le droit de l'être. Le pardon ne peut être forcé ni précipité. Il arrive quand il doit arriver s'il arrive. » Des semaines plus tard, lors d'une réunion du conseil d'administration de Dignité Argentée, Odette présenta la proposition de Sophie. Comme elle s'y attendait, les réactions furent mitigées. Certains membres se montrèrent sceptiques, inquiets de l'image de la Fondation, si l'on intégrait quelqu'un condamné précisément pour le type d'abus qu'il tentait de combattre. D'autres virent la valeur potentielle de compter sur la perspective de Sophie. « Je comprends toutes vos préoccupations, » intervint Odette à la fin du débat, « et je les partage. Mais je crois aussi fermement à la capacité des gens à changer, à se racheter. Si nous refusons cette possibilité, quel message envoyons-nous sur la valeur de la seconde chance ?» Carmen, qui était restée silencieuse pendant toute la discussion, prit finalement la parole. « Je propose une période d'essai de 3 mois. Sophie travaillera exclusivement sur des tâches internes, sans contact direct avec les cas. À la fin de cette période, nous évaluerons sa contribution et déciderons si elle continue. » La proposition fut approuvée à la majorité, et Odette se sentit soulagée. Elle ne savait pas si cette expérience fonctionnerait, si Sophie avait réellement changé, ou si cela pourrait être une occasion de guérir de vieilles blessures, mais au moins, ils étaient disposés à essayer.
Le printemps arriva à Paris avec une explosion de couleurs et d'arômes. Les jardins de la ville se remplirent de fleurs, et l'humeur des Parisiens sembla s'élever avec la température. Pour Odette, ce printemps apportait une nouvelle étape. Dans sa vie, l'inauguration officielle du siège agrandi de Dignité Argentée. Grâce à l'attention médiatique croissante et au soutien de divers donateurs, la Fondation avait pu déménager dans un local plus spacieux en plein centre de Paris. Ils avaient désormais des espaces pour des consultations juridiques et psychologiques, une petite bibliothèque spécialisée dans les droits des personnes âgées et une salle polyvalente pour des ateliers, des conférences et des activités sociales. Le jour de l'inauguration, Odette était nerveuse, mais émue. Elle portait un élégant tailleur bleu turquoise, ses cheveux argentés étaient parfaitement coiffés, et sur son visage, il y avait un mélange de fierté et de détermination. Autour d'elle, l'activité battait son plein. Des bénévoles préparaient les derniers détails. Des journalistes ajustaient leurs équipements. Des invités commençaient à arriver. Parmi la foule, Odette distingua Xavier, qui était venu de Marseille avec sa femme et ses enfants pour l'occasion. À ses côtés se trouvait Michel, qui, ces derniers mois, était devenu l'un des bénévoles les plus actifs de la Fondation, créant un programme spécifique pour les jeunes qui souhaitaient s'impliquer dans les soins et le respect des personnes âgées. « Tu es magnifique, maman », la salua Xavier, l'embrassant sur la joue. « Tu fais 20 ans de moins. »« C'est le bonheur, » répondit-elle avec un sourire. « Ça fait des merveilles pour le teint. » La cérémonie commença par un discours émouvant de Carmen, racontant comment ce qui avait commencé comme une réponse à une expérience traumatisante était devenu un mouvement qui avait déjà aidé des centaines de personnes âgées à protéger leurs droits et leur dignité. Puis Michel prit la parole, surprenant tout le monde par son éloquence, en expliquant pourquoi les jeunes devaient s'impliquer dans la protection des personnes âgées, non seulement par devoir moral, mais aussi par l'enrichissement que cela représentait pour leur propre vie, le contact intergénérationnel. Enfin, ce fut le tour d'Odette. En se dirigeant vers la petite estrade installée pour l'occasion, elle pensa à tout ce qui s'était passé au cours de la dernière année. La trahison, la peur, la lutte, mais aussi la découverte d'une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder, le soutien de ses amis et de sa famille, la naissance d'un but qui donnait désormais un sens à ses journées. « Quand j'ai eu 70 ans, commença-t-elle, beaucoup ont supposé que ma vie active était terminée, qu'il ne me restait plus qu'à me reposer, observer, attendre. Mais j'ai découvert, de la manière la plus dure possible, que la vieillesse n'est pas une fin mais une continuation, que ma voix importe encore, que mon expérience a de la valeur, que ma dignité est non négociable. » Un murmure d'approbation parcourut l'audience. Dignité Argentée est né de la douleur, c'est vrai, mais il a grandi grâce à l'amour et à l'espoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour inaugurer un local, mais pour réaffirmer un engagement. L'engagement que, dans notre société, aucune personne âgée ne soit réduite au silence, manipulée ou dépouillée de son autonomie, simplement en raison de l'âge indiqué sur sa carte d'identité. Odette fit une pause, regardant les personnes présentes, voyant sur leur visage l'émotion, la détermination, la solidarité. « Ce n'est que le début, » continua-t-elle. « Nous avons l'intention d'étendre nos services, de créer des délégations dans d'autres villes, d'influencer la législation, de changer le discours culturel sur le vieillissement. Et nous le ferons ensemble, car s'il y a bien une chose que j'ai apprise au cours de cette dernière année, c'est qu'aucun de nous n'est aussi fort que nous tous ensemble. » Les mots d'Odette furent accueillis par des applaudissements tonitruants. Quand elle descendit de l'estrade, elle fut abordée par des journalistes, des politiciens, des représentants d'autres organisations, tous voulant lui parler, la féliciter, lui offrir leur collaboration. Au milieu de ce tourbillon, elle sentit une main douce sur son bras. En se retournant, elle se retrouva face à Sophie, qui avait obtenu une permission spéciale pour assister à l'événement. Sa fille portait une robe simple mais élégante, et son expression était un mélange de fierté et de timidité. « C'était un discours magnifique, maman, » dit Sophie, « vraiment inspirant. »« Merci, » répondit Odette, momentanément déconcertée par l'apparition de sa fille. Elle ne l'attendait pas là, parmi tant de monde, dans un moment aussi public. « Je ne voulais pas interrompre, » continua Sophie, remarquant l'inconfort de sa mère. « Je voulais juste te dire à quel point je suis fière de toi et de tout ce que tu as créé. »
et que, quand je commencerai mon travail ici le mois prochain, je ferai de mon mieux chaque jour pour être à la hauteur de ce que dignité argentée représente. Odette sentit un étrange mélange d'émotions, de la prudence, toujours, mais aussi un optimisme prudent. « J'espère, Sophie, je l'espère vraiment. Je le ferai, maman. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer. De construire un avenir meilleur, pour nous tous. » Avant qu'Odette ne puisse répondre, elles furent interrompues par un journaliste qui voulait lui poser quelques questions. Sophie se retira discrètement, se fondant dans la foule, respectant le moment de sa mère. La fête se poursuivit tard dans l'après-midi. Quand finalement les derniers invités furent partis et qu'il ne resta que l'équipe la plus proche pour aider à ranger, Odette s'assit dans l'un des confortables fauteuils de la salle principale, épuisée mais satisfaite. Carmen se laissa tomber à ses côtés, lui offrant une coupe de champagne. « À dignité argentée », porta-t-elle un toast, et à son extraordinaire fondatrice. « À nous tous », corrigea Odette, heurtant doucement sa coupe à celle de son ami. Cela a été un effort collectif depuis le début. C'est vrai, mais sans toi, sans ton courage pour affronter ce que Sophie et Antoine ont tenté de te faire, sans ta détermination pour transformer cette expérience en quelque chose de positif, rien de tout cela n'existerait. Odette réfléchit à ces mots en sirotant son champagne. Il était vrai qu'elle avait fait preuve de courage, même si sur le moment, elle ne l'avait pas vu ainsi. Elle avait juste fait ce qu'elle sentait devoir faire, se défendre, protéger, ce qui était à elle conserver sa dignité. Et d'une certaine manière, cette défense personnelle s'était transformée en une mission plus large, en une cause qui bénéficiait désormais à beaucoup d'autres. « Tu sais ce qui est le plus surprenant dans tout ça ?» dit-elle finalement. « Quoi ? Qu'à 71 ans, quand beaucoup pensaient que ma vie productive était terminée, il s'avère que je commençais à peine un nouveau chapitre. Un chapitre que je n'aurais jamais imaginé. » Carmen sourit, levant sa coupe pour un nouveau toast. « Au nouveau commencement, à tout âge. Au nouveau commencement, » répéta Odette avec la certitude que, quoi qu'il arrive avec Sophie, avec la fondation, avec tous les défis qui pourraient encore surgir, elle les affronterait avec la même détermination et la même dignité. Qu'elle avait montré jusqu'à présent, car elle avait découvert une vérité essentielle. L'âge pouvait argenter ses cheveux, mais ne pouvait pas, ne devait pas, diminuer sa valeur en tant qu'être humain, son droit à être respecté, sa capacité à continuer à grandir, à changer, à contribuer au monde. Le soir se transforma en nuit, et Paris s'illumina de milliers de lumières qui semblaient refléter l'espoir qui brillait désormais dans le cœur d'Odette. En rentrant chez elle avec Michel, elle pensa à toutes les personnes âgées qui vivaient encore dans le silence, craignant d'être un fardeau, acceptant des conditions indignes par peur de la solitude ou de l'abandon. Et elle renouvela en silence son engagement à être une voix pour eux, un phare au milieu de l'obscurité. Car vieillir n'était pas la fin de l'histoire. Parfois, c'était quand la vérité finissait par éclater, et parfois la femme la plus silencieuse de la pièce était celle qui réécrivait la fin. Avez-vous déjà vécu ou connu quelqu'un qui a rencontré des difficultés similaires à celles d'Odette, luttant pour maintenir son indépendance et sa dignité face aux pressions externes? Partagez votre expérience dans les commentaires. 2 ans plus tard, Dignité argentée était devenue une référence nationale en matière de protection des droits des personnes âgées. Ce qui avait commencé comme une petite fondation, locale comptait désormais des délégations à Marseille, Lyon, Toulouse et Bordeaux. Odette partageait son temps entre le siège central à Paris et de fréquents déplacements pour superviser les nouveaux bureaux, participer à des conférences et rencontrer des législateurs. À 73 ans, elle irradiait une énergie et une vitalité qui démentaient tous les stéréotypes sur la vieillesse. Ses cheveux argentés, qu'elle portait désormais dans une élégante coupe au carré, étaient devenus une sorte de symbole pour le mouvement. Et il n'était pas rare de voir, lors de manifestations en faveur des droits des personnes âgées, des affiches avec la silhouette de sa coiffure caractéristique, accompagnée de la devise « argenté mais puissant ». Dans le bureau parisien, Sophie avait achevé avec succès sa période d'essai et dirigeait désormais le département de la prévention, développant des programmes éducatifs pour aider les personnes âgées à identifier et à éviter les situations d'abus. Son expérience depuis l'autre côté s'avéra inestimable, et son réel remords et son engagement envers la cause avaient gagné lentement mais sûrement
le respect de ses collègues. La relation entre mère et fille avait évolué. Elle n'était plus revenue à ce qu'elle était avant la tentative de fraude. Cette confiance inconditionnelle avait été perdue à jamais. Mais quelque chose de nouveau était né. Un respect mutuel fondé non pas sur les liens familiaux, mais sur l'engagement commun envers une cause commune. Et bien qu'Odette n'oublierait jamais ce qui s'était passé, elle avait trouvé dans son cœur la capacité de pardonner, non pas pour effacer le passé, mais pour permettre un avenir. Michel, qui venait d'avoir 18 ans, se préparait à entamer ses études universitaires de droit, directement inspiré par son expérience de bénévole dans la fondation de sa grand-mère. Il avait développé un intérêt particulier pour les droits des populations vulnérables et rêvait de se spécialiser en droit des personnes âgées, un domaine juridique émergent auquel Dignité Argentée contribuait de manière significative. Un après-midi de septembre, alors qu'Odette examinait certains rapports dans son bureau, elle reçut une visite inattendue. Antoine, l'ex-mari de Sophie, avait été libéré après avoir purgé sa peine complète de 4 ans, rejetant toute possibilité de réduction de peine ou de libération conditionnelle. « Odette !» la salua-t-il avec une formalité rigide, restant debout tandis qu'elle lui indiquait de s'asseoir. « Merci de me recevoir. »« Votre appel m'a surprise, » répondit-elle avec prudence. Elle n'avait eu aucun contact avec Antoine depuis le procès. « J'imagine. » Antoine semblait mal à l'aise, déplacé dans ses propres vêtements civils après des années d'uniforme pénitentiaire. « Je suis venu parce que je vous dois des excuses. Des excuses sincères, sans excuses. Ni justification. » Odette l'observa attentivement, cherchant des signes de l'ancienne arrogance ou de manipulation. Mais ce qu'elle vit, c'était un homme véritablement brisé, non seulement par l'incarcération, mais aussi par le poids de ses propres actions. « Je vous écoute, » dit-elle simplement. « Ce que Sophie et moi avons tenté de vous faire était impardonnable. Il n'y a aucune excuse possible, bien qu'à ce moment-là j'ai essayé de me convaincre que nous agissions pour votre bien, que c'était une solution pour tout le monde. » Il fit une pause, respirant comme si chaque mot lui coûtait un effort physique. « En prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, pour me rendre compte à quel point je me suis laissé entraîner par la peur de perdre mon statut, mon image, mes biens, au point d'être prêt à sacrifier la mère de ma femme, à vous traiter comme un actif à liquider, au lieu de vous considérer comme une personne. » Odette resta silencieuse, lui permettant de continuer. « Je sais que je ne mérite pas votre pardon, je ne le demande même pas. Je voulais juste que vous sachiez que je comprends la gravité de ce que j'ai fait, que j'assume toute la responsabilité, et que je passerai le reste de ma vie à essayer, d'une manière ou d'une autre, de compenser le mal causé. » « Et comment comptez-vous faire cela, Antoine ? » « Je vais vendre la maison que je possède encore, pour vous rendre jusqu'au dernier euro que nous avons essayé de vous voler. Et après, eh bien, j'ai postulé pour un emploi de bénévole dans une maison de retraite en Bretagne. Paradoxal, je le sais, mais je sens que c'est là que je peux être utile maintenant. » Odette hocha lentement la tête. « C'est un début. Je voulais aussi parler des enfants. Je sais que Michel vit avec vous et qu'il a développé un lien très spécial. Je n'ai pas l'intention d'interférer là-dedans. Mais Pablo, il se souvient encore de moi malgré les années que j'ai passées absent, et je voudrais, si possible, essayer de faire partie de sa vie à nouveau. Cela ne dépend pas seulement de moi, Antoine. Pablo vit avec Xavier et sa famille depuis que Sophie est entrée en prison. Vous devrez leur parler, et surtout vous devrez gagner la confiance de l'enfant petit à petit. Je sais. Je voulais juste m'assurer que vous ne vous y opposeriez pas. Je ne m'oppose pas à ce que vous tentiez de réparer votre relation avec vos enfants, Antoine. Je ne m'oppose même pas à ce que vous tentiez de réparer votre vie. La punition légale, vous l'avez purgée. Maintenant, c'est à vous de décider. Quel type de personne vous voulez être à partir de maintenant? » Antoine acquiesça, visiblement ému. « Merci, Odette, et félicitations pour tout ce que vous avez accompli avec la Fondation. C'est vraiment admirable. » Quand Antoine partit, Odette resta pensive. La rencontre avait remué des souvenirs douloureux, mais lui avait aussi fourni une clôture dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. Il y avait en elle un sentiment de paix, de cycles qui se complétaient, de blessures qui, bien qu'elles laisseraient des cicatrices, ne saignaient plus. Ce soir-là, alors qu'elle dînait avec Michel et Sophie sur la terrasse de sa maison,
Sous un ciel étoilé qui commençait à se rafraîchir avec les premiers airs automnaux, Odette ressentit une vague de gratitude pour tout ce que la vie lui avait donné, même pour les épreuves difficiles qu'elle avait dû surmonter. « À quoi penses-tu, grand-mère » demanda Michel, remarquant son regard perdu dans les étoiles. « À la vie, à ses revirements inattendus, » répondit-elle, « à la façon dont parfois ce qui semble une tragédie peut devenir le catalyseur de quelque chose de beau. »« Tu parles ?»« À de dignité argentée ?» demanda Sophie, lui servant un peu plus de vin. « À cela, oui, mais aussi à nous, à cette famille qui a été brisée et recomposée. À toi, dit-elle en regardant Sophie, qui a trouvé un but précieux après avoir commis une terrible erreur. À Michel, qui a découvert sa vocation à travers cette expérience. À toutes les personnes que nous avons aidées au cours de 16 années. À toute la conscience sociale que nous avons contribué à créer. Je crois que nous devrions trinquer à ça, proposa Michel, levant sa coupe. Aux chemins inattendus qui nous mènent exactement là où nous devions être. Et à la dignité, ajouta Sophie, qui n'a pas d'âge, qui ne se perd pas avec les années, mais qui se gagne avec l'expérience et la sagesse. À la dignité argentée, conclut Odette, heurtant sa coupe à celle de sa fille et de son petit-fils, tandis que la pleine lune s'élevait majestueusement au-dessus de l'horizon parisien, baignant la scène d'une lumière qui semblait symboliser l'espoir, le renouveau, la promesse que, quel que soit l'âge indiqué sur le calendrier, il y aurait toujours de nouveaux levers de soleil, de nouvelles opportunités, de nouvelles raisons, d'aller de l'avant, la tête haute et le cœur ouvert. Car vieillir n'était pas la fin de l'histoire, mais souvent le commencement de la partie la plus significative. Et Odette Moreau, la gardienne de la dignité, avait appris cette vérité de la manière la plus difficile. Mais maintenant, entourée des fruits de son courage et de sa détermination, elle savait que chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque année ajoutée à sa vie n'était pas une perte, mais un gain. Non pas une diminution, mais une amplification de sa valeur en tant qu'être humain, de sa capacité à contribuer, de son droit à être respecté, écouté et valorisé. Le vent de la nuit apporta avec lui l'arôme des jasmins qu'elle avait elle-même plantés dans son jardin des années auparavant, et qui fleurissaient maintenant avec plus d'abondance que jamais. Comme elle, pensa Odette avec un sourire qui, à 73 ans, fleurissait avec une intensité qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.